Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour votre émission La nature et vous sur Radio Grand Lac. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Mais comment sommes-nous en interaction avec le vivant autour de nous ? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Hervé Coquini. Bonjour Hervé. Bonjour. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Alors, peut-être avez-vous remarqué en se promenant en forêt, vous avez peut-être regardé sur les troncs d'arbres, il y a des sortes de champignons qui pourraient ressembler à des mousses. Ou bien, des fois, sur les vieilles pierres, on peut aussi remarquer comme des taches végétales qui sont parfois orangées ou peut-être vert pâle. En fait, tous ces champignons, car ce sont des champignons, ce sont des lichens. C'est des organismes fabuleux, l'un des éléments qui a permis la vie sur Terre. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes donc avec Hervé Coquini. Vous êtes mycologue, lichénologue, voilà, responsable du conseil scientifique du Muséum Histoire Naturelle de Chambéry. Vous êtes impliqué dans de nombreuses recherches sur le lichen, dont entre autres avec l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et avant ça, en fait, vos études et votre première partie de vie, j'allais dire, c'était plutôt sur les fonds marins et les micro-organismes. C'est ça. Mais en fait, déjà petit, vous êtes tombé dans la soupe aux champignons, parce que vous partiez avec l'un de vos voisins partir explorer et cueillir des champignons. Puis après, ce sont vos rencontres sur le chemin, dont une très importante avec le célèbre mycologue savoyard local Roger Girel, votre enseignant, qui vous a transmis sa passion et autour justement des lichens, des champignons. Et ce sont ces rencontres qui vous ont amené à vos activités actuelles. Alors, comme à tous mes invités, cette question, que signifie la nature pour vous, Hervé ? C'est la vie, dans tous ses aspects. C'est nous, en fait, tout simplement. Il faut pas oublier qu'on fait partie de cette biodiversité. Et on n'est pas ni au-dessus, ni à côté, ni contre, bien sûr. Et on en fait vraiment partie, donc on a un rôle à jouer dans tout ça. Voilà. Donc c'est important. C'est plus qu'important. Et alors, donc, ces lichens, parce qu'il y a plusieurs sortes, qui sont-ils, en fait ? Alors, pendant très très longtemps, on savait pas trop. On savait pas trop où les ranger. Ça dérangeait même plutôt. Ça a été rangé dans le règne des mousses, enfin des plantes. Et puis avec l'apparition des microscopes à balayage, on s'est rendu compte que c'était un champignon associé à une algue. Donc là, à partir de là, tout a changé. Et c'est les mycologues qui s'en sont chargés d'étudier un peu tout ça, mais c'est très très récent. C'est dans les années 1980, donc le siècle dernier. Et donc voilà, donc c'est un champignon à part entière, en association avec une algue verte. Et les lichens sont apparus il y a à peu près 600 millions d'années. Alors c'est difficile à dire parce que il y a très peu de fossiles. C'est un organisme plutôt discret, donc il y a très très peu de fossiles et donc de vestiges de lichens. Mais ça a été daté aux alentours des 600 millions d'années à peu près. Donc, ça a une particularité parce que quand même ils sont un peu ils font partie, s'ils sont issus d'une algue, ils font partie de la vie sur Terre. Enfin, ils ont certainement joué un rôle dans l'apparition de la vie sur Terre. Alors bien sûr, en fait, c'est l'association d'un champignon, on va dire à 75% à peu près, et d'une algue verte à 25%. Dans certains cas un peu extrêmes, ils font le ménage à trois, en fait. Il se rajoute une cyanobactérie. Dans le cas où, par exemple, ils vivraient dans un endroit recouvert par la neige, des longues périodes, où la photosynthèse ne pourrait pas se faire. Donc il y a une cyanobactérie, donc une algue bleue qui se rajoute. Pour les espèces qui vivent dans les forêts un peu profondes, un peu sombres, c'est la même chose. Il y a une cyanobactérie en plus. Mais en fait, c'est une belle association. Ça, c'est la première hypothèse. En fait, où le champignon va fabriquer la structure, un peu
la charpente, on va dire, et va aller chercher l'humidité de l'air. Alors que l'algue, elle va profiter donc de sa couleur verte, que le champignon n'a pas, pour faire sa photosynthèse avec les rayons du soleil et apporter la nourriture aux champignons. Alors les champignons, en fait, ça se nourrit de matière carbonée, donc de sucre, en gros. Donc voilà, issu de la photosynthèse. Donc voilà, c'est une petite association, en fait, à intérêt partagé, et égaux. Et l'algue sans le champignon n'aurait pas assez d'humidité pour vivre. Donc elle serait en état végétatif, en fait, les 3/4 de l'année. Et le champignon sans l'algue n'aurait pas de quoi se nourrir. Donc c'est assez génial comme... par contre, ça ne tire à rien du support où il va s'installer. Le lichen n'est pas un parasite. C'est vraiment ça serait plutôt épiphyte, on va dire. Donc ça s'installe à un endroit et ça demande plus rien d'autre que de l'humidité et des rayons du soleil. Mais alors, comment ça se passe? Parce que l'algue était sous l'eau, donc il y a eu un changement, parce que voilà, on est passé à différents airs. Si le lichen permet, grâce à l'algue, de faire une photosynthèse, ça veut dire qu'il y a une production d'oxygène, donc c'est grâce à ça qu'il y a la vie. Enfin, comment ça s'est articulé, tout ça? Donc il y a 600 millions d'années, alors les champignons étaient déjà là. Les champignons, faut les imaginer plutôt microscopiques, c'est pas des bolets qu'il y avait, c'est pas des cèpes. Et il y a 900 millions d'années à peu près. Et quand les algues ont essayé de sortir de l'eau, de la mer notamment, elles se sont aperçues que c'était plutôt sec, l'ambiance générale. Et par contre, très vite, elles se sont rendues compte qu'en s'associant à ces champignons, elles pouvaient bénéficier de l'humidité que le champignon capte. Donc en fait, c'est une des premières photosynthèses sur notre planète. Donc le lichen a contribué à une grosse partie, a contribué à la vie de sortir de l'eau, donc avec une production d'oxygène. Donc c'est la première production d'oxygène sur la planète. Voilà. Et ça représente à peu près combien, comme ça, pour avoir une idée à l'heure actuelle? Toujours à l'heure actuelle, faut s'imaginer que le lichen, aussi discret qu'il puisse être, d'ailleurs on appelle ça, nous, la biodiversité négligée, il représente quand même 8% de la biomasse sur la planète. Donc c'est énorme, parce qu'on peut en trouver de partout, en fait, en haute altitude, dans les zones de marais, dans les déserts arides, désert de Namibie, il y en a. Donc ça recouvre quand même une grosse partie de la planète, et ça représente encore aujourd'hui, alors c'est difficile à chiffrer, mais entre 6 et 10%, suivant les saisons, de l'oxygène qu'on respire. Voilà. Donc, vous voulez dire, par exemple, en hiver où il y a moins de feuilles, quand les feuilles des arbres, c'est plutôt le lichen qui prend le relais. Oui. Les lichens ont cette capacité, contrairement aux végétaux, à faire la photosynthèse jusqu'à moins 10 degrés. Donc, pratiquement toute l'année. Voilà. Et du coup, on va basculer sur un autre sujet, parce que c'est aussi l'intérêt des lichens, c'est que les lichens sont des indicateurs d'air pur. De qualité de l'air, on va dire. Et alors, autant ils peuvent supporter à peu près tout, des températures extrêmes, même très basses aussi, jusqu'à moins 180 degrés. Mais attendez, avant vous disiez moins 10. Alors, la photosynthèse se fait jusqu'à moins 10 degrés. D'accord. Oui. Mais par contre, lui supporte des températures beaucoup plus basses et beaucoup plus hautes, jusqu'à entre 70 et 90 degrés. Donc voilà, ça résiste à peu près à tout, sauf aux pollutions atmosphériques causées par l'homme. Donc on en a besoin pour respirer d'un côté, et de l'autre, on a tendance, par nos pollutions, à l'éliminer, ce qui est bien dommage. Et qu'est-ce qui a été observé, j'imagine, peut-être pendant la période Covid, parce que il y a eu moins d'activité humaine. Alors non, est-ce qu'il y a eu une observation particulière? On peut pas, parce que la croissance, c'est quelques millimètres par an, voire des fois quelques dizaines de millimètres. Enfin, pas dizaines, quelques microns même. D'accord. Donc voilà, donc on peut pas s'en rendre compte. Il faut plus de recul que ça. Mais toujours est-il qu'on sait, dans des zones très polluées, alors
dernièrement, on a travaillé un peu sur la vallée de l'Arve. Et en fait, il y a plus beaucoup de lichens, voire plus du tout. Donc, en fait, ce sont les lichens qui ont la plus petite croissance, qui supportent le mieux la pollution, puisqu'elles prélèvent moins dans l'air. Voilà. Mais par contre, à des endroits très pollués, on trouve plus du tout de lichens qui pendent des arbres. C'est ce qu'on appelle les lichens fruticuleux. On n'en trouve plus du tout. On trouve plus que des lichens qu'on appelle crustacés. C'est les fameux ronds qu'on trouve sur les roches ou sur les arbres, sur les écorces. Et on trouve plus que ça, en fait. Voire plus du tout de lichens, carrément. Donc c'est comme ça que ça a été observé. Alors, moins de 10 degrés, en fait, pour les pollutions, ça veut dire qu'ils captent l'air toute l'année. Et l'hiver, en plus des pollutions causées par le réseau routier, par l'industrie, et surtout par l'agriculture, se rajoute le chauffage au bois. Et c'est le chauffage au bois, en fait, qui est fatal pour le lichen. Alors, faut bien sûr que s'il y avait juste du chauffage au bois, il serait heureux, il y aurait aucun problème. Mais ça, rajouté à toutes les autres pollutions courantes, c'est fatal pour les lichens. Mais c'est intéressant comme réflexion, parce que à l'époque où on n'avait pas d'autre chauffage que le chauffage au bois, le lichen était quand même présent, en fait. Ouais, mais il n'y avait pas ces pollutions liées à l'agriculture, puisqu'on n'utilisait pas ces produits. Les pesticides. Voilà, tous ces écocides, voilà, tous ces produits acides. Donc il n'y avait pas ça, et puis il n'y avait pas une industrie aussi élevée, et puis pas autant de véhicules non plus. Donc voilà. Encore que les pollutions dues au réseau routier ont tendance à baisser parce que y a des améliorations sur les métaux, les particules. Voilà. Et alors donc on trouve effectivement le lichen parce que vous disiez c'était j'ai oublié, discret, non? Oui, non, alors la biodiversité. La biodiversité négligée, excusez-moi. Voilà. La biodiversité négligée, mais alors, donc on trouve Vincent sur les... Zonka qui a écrit ça. Alors, d'ailleurs, s'il y a un livre que je vous recommande sur les lichens, il s'appelle Lichen au pluriel, et c'est un livre de Vincent Zonka. Alors, c'est pas un livre pour reconnaître les espèces, mais c'est un livre pour comparer la société lichen à la nôtre. Oui, de toute façon, le vivant nous enseigne que ça, voilà, si on sait vraiment l'écouter et l'observer. Donc, les lichens, on les retrouve, comme dit, sur les troncs d'arbres, les pierres, mais y a-t-il d'autres endroits encore plus discrets, en fait? Au sol, on en trouve dans la mousse, de partout, vraiment de partout. Alors, il y a des lichens qui se voient un peu plus, parce qu'ils sont un peu plus gros, mais il y en a il y a des micro-lichens, donc ceux-là, il faut la loupe. Ouais, parce qu'en fait, il faut les distinguer de la mousse. Des fois, ça pourrait s'apparenter comme ça quand on ne connaît pas, je veux dire. Alors, quelque part, le système reproductif est assez proche, puisque c'est par des spores, comme les champignons, les mousses, les fougères aussi. Donc, et les myxomycètes, les fameux blobs. Voilà. Donc ça, c'est par des spores. En fait, la mousse, elle est quand même bien verte, elle a des racines. Pour se fixer, alors que le lichen, pas du tout. Le lichen, pour se fixer, alors il y a deux systèmes. Le plus courant, c'est que le lichen va fabriquer des acides. Alors il y en a à peu près 1 millier d'acides différents, adaptés au substrat où il veut s'installer. Et cet acide va dissoudre légèrement le support pour que le lichen puisse s'accrocher. Après, c'est fini. Après, il n'y a plus de destruction de support, en fait. C'est léger, c'est vraiment léger. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des lichens qu'on retrouve spécifiquement sur les roches calcaires ou sur le basalte ou le gneiss ou le granit, ou même les bétons, les ciments. On les trouve là-dessus parce que l'acide est adapté à ce support. Ou alors sur les racines acides, comme les racines de conifères, ou des racines un peu plus lisses. Voilà. Donc ça peut s'installer partout. Et la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle des rhizimes.
C'est-à-dire, c'est des espèces de petits crochets, de petites racines que certaines espèces ont. Et donc, ça s'accroche au support. Mais quand même, il y a quand même cet acide quand même qui va aider aux racines à s'accrocher. Voilà. Et alors, là me vient une question, parce que on sait qu'il y a des associations, en fait, de la coopétition dans la nature. Les lichens qui s'accrochent aux arbres, est-ce qu'il y a des bénéfices mutuels? Parce que généralement, oui. C'est jamais par hasard que telle chose, qui est, voilà, des symbioses Bien entre sûr. tel et tel végétaux ou animaux et végétaux. Donc, comment ça se passe entre le lichen et l'arbre? Les lichens sont des refuges, aussi pour divers insectes. Des insectes qui peuvent se nourrir de parasites des végétaux. Donc, en fait, ça fait comme une haie dans l'agriculture, c'est-à-dire que c'est un refuge pour les prédateurs des prédateurs, et ainsi de suite. Et du coup, à la fin, ça finit par faire un équilibre biologique parfait, où tout le monde vit en harmonie, on va dire. Alors, il y a ce côté-là. Après, en plus, comme c'est un refuge pour les insectes, c'est aussi un formidable garde-manger pour les oiseaux, notamment l'hiver. Donc voilà, il y a plein d'avantages. Et il y a énormément d'animaux. Alors, il y a tout, mais principalement des araignées et des insectes qui font du mimétisme et qui prennent l'apparence de ces lichens, les couleurs, ou même l'apparence, des fois, avec des pattes pleines de petites branches. Enfin, c'est assez drôle à voir. Et alors, il y a des insectes qui sont lichenophages, c'est-à-dire qui vont se nourrir des lichens, mais souvent c'est pour se camoufler des prédateurs, c'est pour se cacher des prédateurs, ou pour se cacher, pour attraper leur proie. Voilà. Donc il y a plein de choses. Mais il y a même des oiseaux qui vont prendre cette couleur un peu lichen pour se camoufler aussi. Des oisillons, beaucoup. Alors, je vais faire une aparté qui n'est pas très drôle, mais ça me fait penser finalement au camouflage de l'armée. Oui, c'est ça. Voilà, parce que finalement, en fait, la nature ça. a encore inspiré. Enfin, désolé, c'est pas. Oui, non, mais c'est ça. Mais finalement, c'est ça, en fait. D'ailleurs, pour les camouflages, je fais une petite aparté. Ça n'a rien à voir avec les lichens, mais par exemple, les oiseaux. Chez les oiseaux, le mâle est toujours beaucoup plus coloré que la femelle, et en fait, c'est pour une bonne chose. C'est pour attirer le prédateur. Voilà, pour essayer de sauver son nid, la femelle avec les petits. D'accord. Mais c'est important ce que vous dites, parce que là, on fait une petite aparté par rapport au lichen, mais parce que on entend plus. Enfin, moi, en tout cas, j'en étais restée là sur plus le mâle qui parade pour attirer à lui finalement les femelles, mais bon, c'est aussi pour attirer à lui les prédateurs et défendre sa famille. Voilà, en fait. là, c'est tout son rôle. Ouais, d'accord. Ouais. Et l'arbre, qu'est-ce qu'il en retire? Parce que là, on a parlé, le lichen, lui, il trouve un support. Est-ce que l'arbre, si on reste sur les arbres, en retire quelque chose? Cet équilibre qui se crée autour de l'arbre, en fait. C'est surtout de ça qu'il en profite. Et puis, comme tout champignon, il y a des gros avantages. Notamment parce que, alors, c'est un peu complexe à raconter tout ça, mais c'est un gros équilibre où il va se former des micro-champignons, des parasites, des colamboles, enfin toutes sortes de petites bêtes en fait, ou de bactéries qui vont vivre dans cette mini-société qu'est le lichen. Voilà. Donc tout le monde y tire un intérêt. Oui, et puis l'arbre, des fois, il y a aussi des fourmis qui permettent de défendre l'arbre, entre guillemets, donc qui se nourrit du glucose de l'arbre. Donc ça crée, j'imagine qu'il y a le même système. Il fait partie de toute façon de l'équilibre de la biodiversité, comme les champignons sont un peu la base de tout ça. Tout à fait. Le mycélium, oui. Voilà, tout à fait. Bon, eh bien, c'est passionnant, Hervé. On va se retrouver après une petite pause. À tout de suite. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et on se retrouve en direct dans les studios avec Hervé Coquigny qui est mycologue et lichenologue. Donc on vient de prendre un long moment pour échanger sur comment fonctionne le lichen, qui est le lichen, parce que c'est quand même un organisme fort important puisque, entre autres, grâce à lui, il y a pu y avoir une bonne partie de la photosynthèse sur Terre. Et alors maintenant, parce qu'il y a l'air d'exister
tout plein de différentes sortes de lichens. Alors, combien de sortes de lichens existent-ils? Comment ils se reproduisent? Enfin, j'ai plein de questions. Alors aujourd'hui, on a déjà déterminé à peu près 25 000 espèces dans le monde. On est largement en dessous de la vérité, ça c'est sûr. Et on en découvre encore à peu près entre 100 et 150 par an, des nouvelles espèces. D'ailleurs, les premières personnes qui ont commencé, un peu célèbres, qui ont commencé à étudier les lichens, c'est un personnage qui a qui a vécu dans notre région, c'est Jean-Jacques Rousseau. Il avait fait à l'époque, parce que c'était classé dans les mousses, il avait fait un moussier, mais ce sont des lichens en fait. Voilà. Donc oui, 25 000 espèces. Alors, chaque nom de lichen, c'est le nom du champignon qui est dans la symbiose. Et ça fait partie du règne fongique depuis 1980-81, parce qu'en fait, la seule reproduction sexuée, c'est le champignon qui l'a fait en solo, donc en faisant ses spores. D'ailleurs, l'organe reproducteur, le fruit en fait du champignon qui constitue le lichen, on appelle ça une apothésie. C'est assez joli, je trouve, comme terme. Et c'est assez joli aussi à observer. Ça fait des petites capsules, des fois rouges, des fois noires, des fois oranges. C'est très 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 joli. Donc voilà, la seule reproduction sexuée, c'est le champignon qui l'a fait en solo, et il aurait même tendance à rendre stérile l'algue. Alors, il y a une deuxième hypothèse, c'est que il y aurait pas que la belle histoire de la jolie symbiose, où le lichen ne vivrait finalement que d'amour et d'eau fraîche. En fait, en gros, de rayons du soleil et d'eau fraîche. Mais on aurait plutôt tendance aussi à penser que le champignon exploiterait l'algue. Alors, il y a une jolie formule qui a été inventée par les Américains. En fait, les Américains disent que ça serait un champignon qui aurait appris à jardiner. Je trouve ça assez joli aussi. Voilà, mais de toute façon, que ça soit l'algue ou le champignon, tout le monde y trouve son compte. Donc c'est ça qui est assez intéressant quand même. Alors, la reproduction, c'est des millions de spores, comme pour les champignons classiques, qui vont partir dans les nuages. D'ailleurs, c'est assez sympa à comprendre comment les spores voyagent, mais c'est un peu long aussi à expliquer. J'allais vous dire comment ils voyagent. Alors, on pourrait penser, comme pour les champignons, beaucoup de gens pensent que c'est le vent, le ruissellement, les insectes, les animaux qui transportent ces spores, les limaces notamment. Mais ça représente 5 ou 6% à peine. En fait, les champignons, que ce soit les champignons ou les lichens, en fait, c'est quand il pleut, les spores sont aspirés par les gouttes d'eau qui tombent. Et la goutte d'eau qui tombe des nuages, ça crée un courant d'air ascendant, chaud. C'est un frottement dans l'air. Et les spores sont tellement légers et tellement minuscules, c'est quelques microns, ils vont monter dans ce courant chaud, en tourbillonnant jusqu'aux nuages. Et arriver dans les nuages, c'est tellement bien fait qu'en fait, il y a un produit sur ces spores qui va se gonfler d'humidité, petit à petit se charger d'humidité. Et les spores, aussi bien champignons, lichens, même les pollens, vont s'agglutiner et provoquer la pluie. Donc plus il y a de lichens, plus il y a de champignons, et plus il y a de pluie. Finalement, les forêts fabriquent leur pluie. Oui, mais parce que voilà, et en fait c'est dû parce qu'effectivement on sait qu'au-dessus des forêts il pleut plus, il y a plus d'humidité, etc. Mais en fait c'est dû à cette histoire des lichens. Voilà. Et du coup, ces nuages peuvent partir à plusieurs kilomètres, voire plusieurs milliers de kilomètres. D'où dans les déserts, etc. C'est ça, il y en a partout. Du coup, alors, pour qu'un lichen puisse se former, il faut que les spores du champignon tombent à proximité d'une algue. Ça arrive pas souvent. Mais comme dans le désert, il fait comment ? Ça arrive moins bien. Mais comme il y en a des millions,
y a quand même plus de chances que ça réussisse. Mais en principe, c'est pas comme ça que ça se reproduit. La meilleure reproduction, c'est pas celle-ci. En fait, il va y avoir des espèces de crevasses sur le tal, hein, donc la surface du lichen, d'où va s'échapper une espèce de poussière très volatile qui est déjà un mélange du champignon et de l'algue. Et du coup, ça va partir, se redéposer quelque part et se reformer. Et ça part de la même façon dans les gouttes d'eau, enfin l'évaporation, etc. Pareil, d'accord. Pareil. Donc là, on pourrait même, ça va au-delà de la reproduction, c'est presque du clonage. Hein. Donc voilà, les champignons peuvent faire du clonage. On n'a rien inventé. Et non. Il ne faut pas l'oublier quand même. Voilà, revenir à notre humilité parce que vraiment, d'accord, c'est passionnant. Et j'ai une petite question parce que il y a peut-être d'autres vertus au niveau des lichens. Je lisais là dernièrement que les pharaons. Oui. En Égypte ancienne, ça a des vertus de conservateur pour les parfums aussi. Alors on a découvert c'est ces fameux acides que le lichen fabrique et qui se transforment en cristaux. On a découvert qu'il y avait plus de 800 acides, donc 800 substances uniques au lichen qui seraient intéressantes pour la médecine. Et ça va de l'antibactérien à l'antiviral, à l'anticancérigène. Donc, il y a vraiment plein de choses intéressantes et on n'est qu'au début des recherches. Alors, il y a un lichen qui est très connu, c'est l'usné, ces espèces de comment dire, comme des cheveux qui pendent des arbres. Cet usné, c'est un antiviral, donc ça soigne la grippe et pratiquement toutes les maladies virales. Mais alors j'ai une question, parce que vous parlez donc de ces petites substances qui sont volatiles, parce que comme on parle des composés organiques volatiles dans les forêts et que ça a un impact en tout cas sur la production et l'efficacité des cellules anti-cancer, est-ce donc les arbres ou est-ce donc les lichens ou est-ce donc l'ensemble ? C'est l'ensemble. Et d'ailleurs il y a eu quelques recherches là on a découvert que les plantes médicinales, enfin une grande partie des plantes médicinales, c'était pas la plante en fait qui était médicinale, mais le champignon qui est à l'intérieur, qui mycorhize les cellules, donc ils font de l'endomycorhize. Voilà. D'accord. Donc, alors revenons-en parce que aux Égyptiens, le fait que ce soit ça puisse conserver. Voilà, ils rembourraient les momies avec ça, déjà pour le volume, pour remplir les corps, mais aussi pour les effets antibactériens. D'ailleurs, il y a des oiseaux, comme les mésanges, les pinsons, qui ont compris ça et qui utilisent ces lichens-là pour faire leur nid, et justement pour les effets antibactériens. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a des lichens qui sont antifongiques aussi. Alors, c'est comestible, en fait ? Alors, en France, on dirait, en tout cas. En tout cas, en France, il y a que 2 espèces qui sont toxiques et gravement toxiques, qui sont pratiquement mortelles. Les 2 espèces sont de couleur jaune et vivent uniquement sur les cèdres. Les mélèzes, pardon, excusez-moi. Sur les mélèzes. On les trouve pas ailleurs. Donc, les autres sont tous comestibles, mais très souvent très amers. Et l'amertume, dans nos gènes, c'est signe de toxicité. D'ailleurs, c'est pour ça que les enfants n'aiment pas les endives, c'est parce que c'est amer et ils ont encore ça dans leur gène. Et du coup, si on les force à manger des endives, ils vont assimiler ça comme si on voulait les empoisonner, quoi. Donc, il faut les laisser ne pas vouloir manger des endives jusqu'à qu'ils se rendent compte que l'endive finalement est comestible et qu'il y a beaucoup d'animaux, de végétaux et de champignons qui font semblant d'être amers pour se protéger des prédateurs. Oui, ils mettent une ruse en place. Voilà. Et je lisais, j'ai encore 2 questions. Je lisais aussi, où j'entendais, ça contribue aussi à la confection des parfums. Oui, alors c'est un lichen qui s'appelle Pseudevernia furfuracea. C'est très simple, les noms de lichens. Qui était utilisé, pour faire comme base sur la plupart des grands parfums, comme le Chanel numéro 5 par exemple. Je crois qu'il y a Acqua di Gio aussi d'Armani. Alors, c'est pas vraiment pour son odeur, bien qu'il y ait une petite odeur boisée, mais c'est surtout parce que c'est un exhausteur de fragrance, donc ça active toutes les autres odeurs. Alors, ça a été abandonné au profit de molécules chimiques, ce qui est pas plus mal pour les espèces.
parce que ça a aussi des propriétés photoallergisantes, c'est-à-dire qu'on attrape des coups de soleil. Oui, c'est logique. Voilà. Il y a la photosynthèse, donc du coup, on voit bien qu'il reste. Ouais, Hervé, c'est passionnant. Il y a encore plein de questions à poser, mais alors, il y a peut-être une solution finalement. Où on peut vous retrouver, parce que je crois que vous œuvrez dans un jardin spécial. Alors, j'ai créé il y a 2 ans, j'ai ouvert il y a 2 ans, mais c'est au bout de 5 ans de travaux, un jardin qui s'appelle le Jardin Conservatoire des lichens et des champignons. C'est à Apremont, donc pas très loin, au pied du Granier. Et là, donc on peut y trouver... Excusez-moi, pour nos auditeurs qui nous écoutent hors Savoie, c'est en Savoie. C'est en Savoie, oui, dans le massif de la Chartreuse. En fait, on peut retrouver... Alors, c'est un jardin qui est consacré à tout ce qui est lié aux champignons. Donc, comme les lichens sont des champignons, il y a une grosse part sur les champignons, sur les lichens. Il y a plus de 800 espèces de lichens en situation, donc il a fallu recréer les biotopes. Il y en a de toutes les régions de France et voire d'ailleurs. Il y a des lichens d'un peu du monde entier. Et voilà, donc on peut les voir. Il y a des loupes à dispo en plus, on peut les observer. Il y a toutes les explications, la visite est libre. Donc voilà, et après il y a une grosse partie où ça parle vraiment de champignons. Champignon celui qu'on connaît, le champignon supérieur. Et puis il y a aussi le lien entre le maraîchage et les champignons, la vigne et les champignons. Alors ça, il y en a une multitude, et notamment l'alcool, la fabrication d'alcool qui est due à un champignon. Et d'ailleurs, ce champignon fabrique de l'alcool. C'est pas pour nous faire plaisir, en fait, c'est juste pour éliminer toute concurrence, les bactéries et les autres champignons. Voilà. Mais on en profite bien quand même. Donc voilà, donc il y a vraiment une multitude de choses à voir. Il y a des jeux, il y a un coin pique-nique. Enfin vraiment, on peut y passer des moments. D'ailleurs, j'ai plein de gens qui y reviennent régulièrement. Voilà. Et si on veut vous contacter, où peut-on vous retrouver ? J'ai un site, c'est hervécoquini. Non, c'est animateur champi, tout attaché. Animateurchampi.com. D'accord. Voilà, et on peut retrouver. J'ai mon agenda, je fais pas mal d'animations. J'ai beaucoup de travaux scientifiques, avec notamment Savoie-Mont-Blanc, mais pas que, le CBNA aussi, le Conservatoire botanique national alpin, le parc de la Vanoise. Enfin voilà, il y a plein de. En fait, l'avantage des lichens, c'est qu'on peut faire vraiment plein de choses. Il y a plein de sujets Même la cuisine. Alors la cuisine, il y a un lichen qui était dans la recette pour fabriquer les hosties. D'accord. Voilà. Hervé, c'est passionnant. Donc je pense que, chers auditeurs, si vous voulez retrouver Hervé Coquini, il nous a donné ses coordonnées. Vous pouvez venir en Savoie si vous n'êtes pas par ici. Et si vous aimez l'émission que vous écoutez en replay sur YouTube, n'oubliez pas de liker et partager. Et vous allez retrouver à 18h30 le Grand Bain de l'Écho avec Benjamin. Merci beaucoup, merci Hervé, à bientôt.